À la une, invitée d'honneur à la tribune du mouvement des entreprises de France, la première dame de Côte d'Ivoire s'est exprimée pendant 30 minutes sur les projets du gouvernement ivoirien, en particulier pour la jeunesse et les actions de sa fondation Children of Africa. Les préfets et les commandants des armées formés à la gestion des mouvements de foule en période électorale, l'ONUSI et le PNUD ont mis à leur disposition les outils pour bien mener la période électorale à venir. Lutte contre la grippe aviaire, l'espace volaille du grand marché de la commune de Koumassi est fermé pour 21 jours. La volaille a été abattue et le site est désinfecté suite à la présence de la grippe aviaire. Et puis, ce sera une première s'ils sont retenus. 4 Africains noirs ont été présélectionnés pour un voyage dans l'espace. Ils sont en compétition avec 27 autres candidats de ce concours initié par le Rising Star. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal sur RTI 1. Comme chaque jeudi, nous vous proposerons un dossier dans ce journal. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le secteur immobilier. Bientôt, une loi pour réglementer la fixation des loyers, avances et cautions. La caution plafonnée à 2 mois et l'avance à 1 mois. Comment la nouvelle est-elle accueillie d'un côté par les locataires et de l'autre par les propriétaires de maisons? C'est dans le dossier de ce jeudi dans une vingtaine de minutes. La première dame de Côte d'Ivoire à la tribune du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Dominique Ouattara était l'invitée spéciale de l'université d'été du MEDEF. Elle a présenté les initiatives de l'État ivoirien en faveur de la jeunesse. Abiba Dombele Saoué, envoyé spécial. Les plus grands patrons français regroupés au sein du MEDEF ont porté leur choix sur l'un des leurs, Madame Dominique Ouattara, femme d'affaires, femme de cœur, première dame de Côte d'Ivoire, plusieurs fois primée au plan international, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. La salle Malakoff a donc fait le plein pour écouter l'invité spécial du MEDEF et l'assistance a été séduite par un discours où la jeunesse avait toute sa place. Oui, la jeunesse est formidable, car elle est notre avenir. Mais elle peut être incontrôlable et désespérée si elle n'est pas l'objet d'un encadrement et d'une attention particulière. Elle peut devenir cette bombe à retardement dont parlent tant les experts et dont le problème des migrants en est devenu le triste symbole. Je crois profondément que si nous voulons relever le défi de la réussite de notre jeunesse, il nous revient, à nous, leurs aînés, d'écouter nos jeunes pour mieux les comprendre, de faire aimer l'école, de les former dès leur plus jeune âge. Il faut aussi transcender les générations et apprendre aux jeunes à travailler plus souvent avec leurs aînés et aussi aux aînés à donner plus rapidement leur chance aux jeunes. La première dame de Côte d'Ivoire a indiqué ne pas tomber dans l'afro-pessimisme, même si le continent africain totalise la moitié des 75 millions de jeunes qui sont au chômage. Pour elle, les 200 millions de jeunes de 18 à 24 ans que compte le continent sont une véritable richesse. Dans mon pays, les moins de 25 ans représentent près de 60% de la population totale. La vitalité et la créativité de cette jeunesse constitue l'un des atouts majeurs pour un futur plus prometteur de l'Afrique. Notre responsabilité est de donner aux jeunes d'aujourd'hui tous les outils pour construire les personnes qu'ils seront demain. Oui, sa jeunesse est un atout formidable pour l'Afrique. À nous, ici et maintenant, de lui donner toutes ses chances d'épanouissement, de réussite et de succès. Il nous faut donc investir de notre temps et de notre énergie pour les enfants et les jeunes du continent africain. Il nous faut aussi répondre aux besoins de financement pour le développement des jeunes en Afrique et à la forte croissance que connaît cette tranche de la population. La solution à ces défis passera nécessairement par un partenariat de plus en plus fort entre le secteur public et le secteur privé. Dominique Ouattara a partagé avec le patronat français son expérience de chef d'entreprise, de présidente d'ONG et de première dame. Toutes ces étapes, marquées par ses engagements en faveur des femmes, avec la mise en place du FAFSI, ses actions pour l'éducation et son combat contre le travail des enfants.
Elle s'est faite pour terminer la meilleure ambassadrice de son pays, en relevant les initiatives de l'État de Côte d'Ivoire en faveur des jeunes, notamment l'école obligatoire et la création de l'agence Emploi Jeunes avec la mise en place d'un fonds pour le financement de leurs projets. Elle a invité les investisseurs français à venir en Côte d'Ivoire, un pays attractif, mais également une contribution afin de permettre à la jeunesse d'avoir une chance de réussir dans une société de plus en plus compétitive. La Côte d'Ivoire est un marché en forte croissance économique, constituant un grand potentiel pour vos entreprises. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte pour vous inviter à venir dans notre beau pays et à conjuguer nos efforts afin de donner les meilleures chances à cette formidable jeunesse. Je ne doute pas un seul instant qu'elle sera capable d'oser, d'innover et de surpasser nos attentes. À la fin de son intervention, la première dame de Côte d'Ivoire a été longuement ovationnée et chaleureusement félicitée par le président du MEDEF, Pierre Gattaz, et les personnalités présentes, au rang desquelles le Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou. Pendant 30 minutes, donc, la première dame a exposé sur le thème « Formidable jeunesse ». Des personnalités et des participants se sont dit impressionnés par ces initiatives et par les efforts consentis par la Côte d'Ivoire pour un mieux-être de la jeunesse. Je vous propose de les écouter. Les chefs d'entreprise français lui ont fait une ovation et c'est bien mérité parce que le discours de la première dame illustrait deux choses. Ce qu'elle avait fait pendant 20 ans comme chef d'entreprise et ce qu'elle avait fait comme créatrice d'une fondation. Et moi, je trouve que c'est très important comme message, parce que c'est le message de la société civile. Tout le monde peut s'engager. Elle a parlé des enfants, elle a parlé des jeunes. Tout le monde peut s'engager. Toute la société civile est décisive. Et puis maintenant, elle le prolonge comme première dame avec les moyens de l'État, l'animation, la création institutionnelle au service des enfants. Voilà, je pense que c'était une belle leçon de ce que la société civile peut faire et ce que la société politique peut faire aussi en liaison avec la société civile. Nous venons d'assister à une intervention magistrale de Madame la Première Dame qui a fait le plaidoyer de la jeunesse africaine, singulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Plaidoyer qui met en relief tout son amour pour cette jeunesse, tout son attachement. Nous n'en sommes pas surpris et nous pouvons la rassurer du fait que nous sommes à sa disposition et que véritablement en elle, nous avons quelqu'un qui pourra porter haut la cause de la jeunesse ivoirienne singulièrement. Nous sommes honorés. Il faut que nous inculquions à nos jeunes l'esprit d'entreprise, de sorte qu'ils aient envie de créer même des entreprises, l'auto-emploi, et c'est ce que nous faisons. Et nous accompagnons les jeunes qui ont des projets de création d'entreprises. Tous les efforts considérables qui sont faits par le pays pour sa jeunesse, en matière de formation, d'éducation, et puis aussi tout ce qui est sur le plan santé aussi. Et je trouve que là, c'est un pays qui a bien compris ce qu'était tout l'intérêt et la richesse de sa jeunesse pour pouvoir se développer. Moi, je trouve ça extraordinaire de sa part. Je ne pensais pas d'ailleurs que la Première Dame était aussi impliquée que ça dans ce type d'activité. J'ai été extrêmement séduit par cette intervention, par l'humanité, la présence de Madame Ouattara. Et puis j'ai trouvé que les messages qu'elle nous a fait passer, que ce soit sur le potentiel de l'Afrique, le potentiel de la Côte d'Ivoire, me paraissaient tout à fait prometteurs. Donc ça me donne envie d'y aller. Les problèmes finalement en Afrique sont les mêmes que chez nous. Pour les jeunes, j'applaudis la Première Dame de votre pays de s'engager personnellement dans cette lutte qui est la même pour nous tous au monde. Il entame aujourd'hui, jeudi, une visite officielle à Libreville, au Gabon. Le président ivoirien Alassane Ouattara répond à l'invitation de son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État va participer à la 4e édition du New York Forum Africa sur le thème central « Investir dans l'énergie du continent ». Vijanaïma. Pour prendre part à la 4e édition du New York Forum Africa au Gabon, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce jeudi après-midi de Paris, dans la capitale gabonaise, où il a été accueilli à l'aéroport international Léomba par son homologue, le président Ali Bongo Ondimba. Après le protocole des hymnes nationaux et des honneurs militaires, le président de la République a goûté une fois encore au bonheur toujours renouvelé de ses compatriotes vivant au Gabon,
de le voir, de l'accueillir. Le New York Forum Africa, qui est à sa 4e édition, la première édition s'étant tenue en 2002, toujours au Gabon, est un espace de débat qui réunit les personnalités influentes du continent, tant du monde politique que du monde économique, en vue de trouver des solutions concrètes et innovantes aux problèmes économiques contemporains. Pour cette 4e édition, le thème retenu est « Investir dans l'énergie du continent ». Plus de 1500 participants sont attendus à cette grande rencontre, dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Vous savez, c'est un forum très important et je suis venu à l'invitation de mon frère, le président Ali Bongo Ondimba. C'est toujours une joie pour moi d'être à Libreville et je vois que nos compatriotes sont heureux que je sois là et moi aussi. Ce 4e New York Forum Africa s'ouvre vendredi après-midi. Le réchauffement climatique et le rôle commun des pays du Sud dans les négociations pour parvenir à un accord sur le climat lors de la COP 21 en décembre à Paris va constituer un volet important de ce forum. Renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Une délégation ivoirienne est allée s'instruire des méthodes marocaines dans les domaines des transports aériens, maritimes, ferroviaires et routiers. Surtout que la compagnie aérienne chérifienne a été désignée meilleure société aérienne africaine en 2014. Adama Koné. Donner à la compagnie aérienne nationale les ailes nécessaires pour voler efficacement auprès des grandes compagnies. Faire de la Côte d'Ivoire le hub ferroviaire de l'Afrique de l'Ouest avec la construction de la ligne San Pedro-Bamako. Construire un parc de véhicules dignes des pays modernes. De grands projets du ministère des Transports qui ont besoin d'être véhiculés en regardant dans le rétroviseur des pays ayant fait leurs preuves dans ces secteurs. Le gouvernement ivoirien est alors allé s'inspirer des modèles marocains. Nous savons exactement aujourd'hui quelles sont les actions que nous devons mener ensemble au profit du développement de l'ensemble des secteurs de transport des deux pays. L'expérience marocaine enrichit encore les travaux que nous sommes en train de faire pour qu'effectivement on puisse éviter les erreurs qui peuvent être très coûteuses lorsqu'on a fini de réaliser le projet. La mission de prospection au Maroc n'est qu'un exercice d'application des conventions signées entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien. C'est une visite qui est très fructueuse, qui concrétise en quelque sorte les directives de Sa Majesté et de Son Excellence le Président de la Côte d'Ivoire. La coopération entre les deux pays en matière de transport porte sur l'assistance technique mutuelle, la formation et le partage d'expertise. Ils sont 33 à s'être présentés devant la commission électorale indépendante pour le scrutin présidentiel. Hamza Diaby nous présente les 4 derniers postulants à avoir déposé leur dossier de candidature. Ils sont les 4 derniers d'une longue liste de 33 candidats déclarés à la présidentielle 2015. 33 dossiers de candidature réceptionnés, un record dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour Nguessan Yao et Sako Mamadou, si le pays a besoin d'hommes pour être sur la bonne voie, c'est bien eux. Et nous avons été approchés dans le contexte actuel d'élection par la société civile, dans sa grande majorité, qui a bien voulu qu'on soit leur locomotive en participant aux élections qui vont se dérouler au mois d'octobre, justement pour apporter la paix à la Côte d'Ivoire. Koyi et Diebi Atobra, indépendants, eux aussi comme les 2 premiers, sont également confiants. Le développement de la Côte d'Ivoire ne sera effectif que s'ils sont élus président de la République. Je salue les Ivoiriens, je salue tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Je leur dis que j'ai posé ma candidature pour être président de la République. Et je compte sur Dieu, je compte sur eux. Je suis très confiant d'aller aux élections d'octobre 2015. Je suis candidat indépendant, candidat des planteurs. J'ai la caution de la communauté internationale et je sais que je vais gagner. Fin de dépôt des dossiers de candidature, va s'ouvrir à présent un autre chapitre, celui de la validation de certaines candidatures et le rejet pur et simple des autres, ce qui sera l'affaire du Conseil constitutionnel qui devra rendre officielle la liste des candidats retenus d'ici le 10 septembre 2015.
Comment gérer les mouvements de foule en période électorale? Les préfets et les forces de maintien de l'ordre ont reçu des réponses à cette question importante. L'ONUCI et le PNUD ont mis à leur disposition les outils pour bien mener la période électorale à venir. Hugues Veblé. Pour l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ce séminaire qui intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle est de toute importance. Les élections à venir doivent se dérouler dans un environnement démocratique, c'est-à-dire un environnement dans lequel le droit à l'expression, le droit à la sûreté de la personne, le droit à la circulation, le droit à la liberté d'opinion sont respectés et garantis avant, pendant et après les opérations électorales. Dans un tel contexte, le maintien de l'ordre, tout en permettant à la force publique de faire respecter la loi, doit garantir le droit des individus à être, comme le disait le préfet de police Massoni, cet équilibre entre l'ordre nécessaire et le désordre acceptable. La première responsable de l'ONUCI ne le cache pas, le présent séminaire sur la gestion démocratique des foules contribuera à apporter des réponses et des corrections à des dysfonctionnements. Ceux-ci ont pu être constatés dans la gestion de diverses manifestations en matière de gestion des foules. Autorités préfectorales et commandants d'unités d'intervention qui, du fait de la période électorale, pourraient être davantage sollicités pour le maintien de l'ordre vont être dotés au cours de cette rencontre de 2 jours de divers outils. Ils permettront, comme souligné par la chef de l'ONUCI, de remplir efficacement leur rôle dans le cadre des prochaines élections, mais aussi d'inscrire définitivement l'action des forces de sécurité dans la consolidation de l'état de droit. La direction centrale RHDP chargée des mouvements de soutien rencontre les différents mouvements. Objectif premier, recenser tous ces mouvements de soutien avant de les envoyer en mission. Ben Touré, Abou Sanogo. Ils sont tous aussi nombreux sur le terrain à vouloir offrir un second mandat au président Alassane Ouattara. Une cinquantaine au total. Les mouvements de soutien à la réélection du président Alassane Ouattara seront réunis le temps de la campagne électorale dans un vaste ensemble appelé Mouvement pour la victoire du président de la République. Une décision prise lors de la rencontre entre directoire central RHDP chargé des mouvements de soutien et les 10 mouvements. La prochaine étape, nous allons maintenant aller sur le terrain. Ça va commencer par une tournée à l'intérieur des communes pour asseoir maintenant les coordinations des communes, les coordinations des mouvements. Nous allons retenir les grands mouvements qui dirigent la commune. Nous allons les mettre ensemble et vont eux-mêmes mettre un bureau en place. C'est eux qui vont faire le travail sur le terrain. Un électeur, une voix pour Ado. Plus qu'un slogan, la direction centrale RHDP veut en faire un engagement pour les mouvements de soutien. Ça sera une opération porte à porte. Les mouvements vont être mis en mission pour nous ramener des fichiers clairs où nous allons voir donc la photo, la carte, le numéro d'électeur, le numéro de la carte d'identité et nous pourrons savoir exactement avant même les élections combien de voix notre candidat peut avoir dans telle ou telle localité. Avant qu'ils n'investissent le terrain à la recherche d'électeurs, les mouvements de soutien recevront une formation devant les aider à réussir leur mission. Ils auront 45 jours de pré-campagne pour faire leur preuve avant la campagne proprement dite. Une coalition patriotique pour l'émergence mise sur pied par des anciens membres de l'ex-galaxie patriotique. Elle annonce pour bientôt une caravane de sensibilisation pour des élections apaisées et sans violence. Abou Sanogo. La coalition patriotique pour l'émergence vient de voir le jour. Elle comprend l'Union panafricaine des élites pour le développement, le Forum des organisations de la société civile, la coalition des jeunesses patriotiques pour la paix et la réconciliation, le Conseil supérieur de la galaxie patriotique. Initiateur du projet, Zadi Djedjekera, président du Front populaire uni FPU, donne les raisons de la mise sur pied d'un tel mouvement à 2 mois du scrutin présidentiel. Il invite par ailleurs la jeunesse à plus de vigilance durant cette période électorale. Nous allons faire une tournée dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays pour sensibiliser les gens pour aller voter. Si tu ne vas pas voter, toi-même tu mets ton avenir en retard. Le combat que nous devons mener ici, c'est de sensibiliser tout le monde à respecter les résultats des urnes.
Nous ne voulons plus revivre ce que nous avons vécu en 2010. La coalition patriotique pour l'émergence se donne pour mission de sensibiliser les populations au respect des résultats que vont donner la commission électorale indépendante et le conseil constitutionnel d'une part, et d'organiser des tournées de sensibilisation pour des élections apaisées et sans violence dans les différentes communes du district d'Abidjan d'autre part. Il y a de l'espoir à la nouvelle coalition qui vient de naître parce qu'elle s'est lancée de grands défis, qui est de tourner la page définitivement à la crise en Côte d'Ivoire. À tous les patriotes de Côte d'Ivoire, de nous rejoindre dans la coalition afin de marquer de notre empreinte l'histoire que notre pays est en train d'amorcer avec ces élections présidentielles qui arrivent. Je voudrais encourager les camarades présidents à s'investir massivement afin que la coalition patriotique puisse atteindre ses objectifs. Franck Corei, Maxime Ebi, Franck Adiko, Mamadou Dambélé, Claude Baba, Armand Babri et Zadi Djedje forment le présidium de la coalition patriotique pour l'émergence CPE. Plusieurs projets de développement réalisés à Bonirédougou, Niéméné et Fumbolo, ces 3 sous-préfectures du centre du pays ont initié une journée de reconnaissance en faveur des actions de développement de l'État ivoirien. Kader Sogodogo. La place publique de Bonirédougou bondée de monde. Des populations venues des sous-préfectures de Niéméné, de Fumbolo et de Bonirédougou rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ces actions de développement initiées dans leur localité et partout dans le pays. Cette journée que nous faisons là marque notre engagement auprès du couple présidentiel pour leur dire que tout le Djimili est derrière eux pour un deuxième mandat qui permettra au président de la République d'achever l'œuvre immense qu'il a commencée et pour le bonheur des populations. À cette cérémonie, le représentant du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gonkoulibaly, parrain de la cérémonie, a invité toutes ces populations à demeurer solidaires et de garder espoir quant à une Côte d'Ivoire émergente avec Alassane Ouattara. Vous avez décidé de vous retrouver pour aller vers les solutions, pour aller vers la résolution de vos problèmes. Et vous avez eu quelqu'un dans ce sens qui vous a apporté les solutions, Alassane Ouattara. Maintenant, vous avez une maison. Quel est le sens de cette maison? C'est de vous retrouver dans cette maison. Et de vous retrouver dans cette maison pour discuter des chemins qu'il faut emprunter pour aller vers la victoire. L'inauguration du nouveau siège du RDR à Bonirédougou a mis fin à la cérémonie. À Daloa également, les populations se réjouissent de la marche entamée pour le développement. Le conseil des chefs traditionnels de cette ville du centre-ouest du pays exprime son désir de voir la visite d'État du président dans leur région se matérialiser. Herman Niamia. Ils sont plus de 100 chefs traditionnels issus de tous les villages du département de Daloa à exprimer le vœu de recevoir le président de la République, Alassane Ouattara, dans leur région. Les chefs ont demandé à leur fils, le ministre Mathieu Babou Daré, de traduire au chef de l'État leur reconnaissance et leur adhésion totale à sa politique de développement régional. Daloa, le département de Daloa attend le président de la République, soutient le président de la République et avec le président de la République. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babou Daré, qui recevait ce message de ses garants de la tradition en pays BT, a dit toute sa joie pour ce soutien exclusif de ses parents à ce bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Entouré de tous les élus RHDP du département, Mathieu Babou Daré a affirmé au chef qu'il traduira fidèlement au président de la République le désir ardent des populations de le recevoir à Daloa. Mes parents ont choisi le chef de l'État. C'est leur candidat. Ils voteront massivement pour lui. En attendant, il y aura même une visite que le chef de l'État va nous rendre. Et ils vont être présents, ils vont se mobiliser pour lui démontrer qu'ils sont derrière lui. Avant les chefs traditionnels, ce sont les chefs de communauté, les présidents des associations de femmes et de jeunes qui ont pris l'engagement de se mobiliser pour magnifier les actions du président de la République et par la même occasion, lui démontrer leur attachement par une mobilisation exceptionnelle à la faveur de sa prochaine visite d'État dans la région du Haut-Sassandra.
De 4 à 8 mois, voire 1 an de caution et d'avance, ce sont d'importantes sommes qu'il faut débourser pour avoir accès à un logement à Abidjan. Mais les choses devraient bientôt changer. Sous peu, les députés vont examiner un projet de loi. Il prévoit de plafonner la caution à 2 mois et l'avance à 1 mois. Les réactions sont mitigées à cette annonce. Coup de projecteur sur le secteur de l'immobilier dans ce dossier signé Moussa Konaté. Depuis le retrait de l'État ivoirien dans la production de logements dans les années 80, le secteur est de nos jours tenu par des particuliers, des privés qui ont fait de la construction et la colocation de maisons un business. Conséquence, les cautions de maisons de plus en plus élevées, en Côte d'Ivoire principalement dans la capitale économique, Abidjan. On trouve les cautions exorbitantes, on n'arrive pas à s'en sortir. Pour un citoyen normal, lambda ivoirien, on t'impose 8 mois de caution, 9 mois de caution. Vraiment, nous trouvons ça très compliqué. Pour entrer dans le studio dans lequel je vis avec mes amis actuellement, on a été obligé de payer 50 000 francs de caution multiplié par 6. Et puis 6, il y a 1 mois pour un démarcheur dedans. Vous comprenez? Donc 3 mois de caution, 2 mois d'avance et puis 1 mois pour les démarcheurs. Bon, moi j'habite en Grès, un appartement de 3 pièces, on te parle 200 et quelques mille francs. Ils sont multipliés par 6, voire 10 mois, 12 mois, ce n'est pas la bourse du fonctionnaire lambda que nous sommes. Il y a des propriétaires qui vont jusqu'à même 4 mois d'avance, 2 mois, 3 mois de caution. Et là, quand on fait la proposition au client, ça devient un peu lourd. La situation dérange. Les propriétaires de maisons justifient cette surenchère des cautions du loyer. Parce que les gens maltraitent les maisons, qu'on prend ces gens de cautions, mais le gars va casser tout. Maintenant, il s'en va. Ça se repose sur le propriétaire des maisons. C'est pour cela que d'autres, pour ne pas bavarder demain, ils disent, bon, moi je veux 1 million. Là, si tu veux casser tout, quand tu vas casser, le juge, tu vas partir, tu vas dire, ça c'est cassé, non? Tu dis oui. Ça c'est cassé, non? Tu dis oui. Bon, on fait comment? Bon, l'argent qui est là-bas, là, prends pour réparer, je m'en vais. 4 à 8 mois de caution ou même 1 an à débourser pour avoir un toit. Plus qu'un effet de mode, les coûts jugés excessifs. L'État de Côte d'Ivoire décide donc d'agir. Désormais, pour se loger, le citoyen devra payer 2 mois de caution, 1 mois d'avance. En fait, ça ne fera que nous arranger, nous, agents immobiliers. 2 mois d'avance, 1 mois de caution, ça fait 3 mois là. Avec ce prix un peu réduit là, les clients même seront un peu plus motivés. Bon, si c'est le cas, nous ne serons que soulagés. Ça va nous aider. Il faut qu'ils fassent ça pour permettre aux propriétaires des maisons de prendre conscience. La nouvelle ravit les populations. Si certains propriétaires de maisons affichent leur adhésion à cette vision des autorités ivoiriennes, d'autres voient en cela un danger pour l'avenir de leur investissement. Moi, j'exige 2 mois de caution et puis 1 mois d'avance. Déjà, je suis dans le contexte. Je pense que ce serait bienvenu. Dans la mesure où il faut offrir un toit à tout un chacun, je pense que cette loi est la bienvenue. Mais le grand nombre de propriétaires que nous rencontrons actuellement décrit plus cette loi. La proposition de l'État, je ne suis pas contre, hein. Je ne suis pas contre. Mais l'État aussi, il doit aussi donner conseil aussi à les locataires. Que si vous rentrez dans la maison de monsieur, essayez de prendre soin de la maison. À la fin du mois, payez la maison. Il faut que l'État vraiment pense aussi à nous. L'État n'a qu'à penser à nous. Nous, on a construit la maison pour aider les gens, pour qu'ils soient logés. Mais on n'a pas construit la maison pour qu'on soit esclave des gens. Certaines agences relèvent des insuffisances dans cette initiative. Leur crainte, voire d'autres problèmes surgir. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'on verra des propriétaires qui vont augmenter les loyers. Les loyers risquent de monter à grimper à la hausse. Parce que, bon, à 2 mois de caution, on ne peut pas couvrir et les propriétaires, pour se retrouver dans les fonds, ils vont augmenter les loyers. La Côte d'Ivoire enregistre un déficit de 22 000 logements par an dans le seul district d'Abidjan et 100 000 pour le reste du pays. Pour certaines populations, le problème des montants des cautions élevées à Abidjan pourrait être résolu si et seulement si la politique de logement mise en œuvre par le gouvernement ivoirien se réalise. C'est ce qui va nous sauver. Il faut que vraiment on puisse accélérer ce projet, qu'il y ait assez de logements sociaux. S'ils accélèrent les travaux au niveau des logements sociaux, en tout cas ça va aider la population. À ce niveau, les choses semblent bien avancées. De vastes chantiers de construction de logements sociaux sont en cours partout dans le pays. On va sortir sur ces 11 hectares 979 logements. Il y a des maisons de type sociaux, des maisons de type économique et de standing. Il y a un problème de logement en Côte d'Ivoire, donc on veut aider l'État à travers le ministère de la Construction. Nous sommes très heureux, très fiers de voir que ce programme qui a commencé difficilement, auquel beaucoup n'avaient pas cru,
est arrivé pratiquement à son terme. Depuis l'identification des souscripteurs, la recherche du foncier, les études techniques et la réalisation des logements. L'État ivoirien est déterminé à mettre fin à l'anarchie qui règne au niveau des coûts des cautions et avances des maisons et permettre à tout citoyen de se loger décemment. La décision est donc prise, 2 mois de caution, 1 mois d'avance. Un projet de loi sera mis sur la table de l'Assemblée nationale en septembre prochain. Dès sa mise en vigueur, tout contrevenant risque des sanctions. Le dossier de ce jeudi vous a été proposé par Moussa Konaté du service Société de la rédaction. Plus de volailles en vente au grand marché de la commune de Koumassi. Ce marché est frappé de 21 jours d'interdiction de commercialisation de volailles. Cela suite à la présence de la grippe aviaire. Ami Sissoko. Après le marché de volailles de Boaké, c'est au tour d'Abidjan de subir les effets de la grippe aviaire. Et c'est le grand marché de Koumassi qui enregistre les premiers cas de grippe aviaire. Depuis quelques heures, dans ce marché, il n'y a plus de volailles. Toutes les activités liées à ce commerce sont arrêtées. La raison de cet arrêt, une décision de la direction de la santé animale. On a appris que quand même vers Bacham, il y a eu mort de poulets. Donc, il y a eu du mort de poulets. Les vétérinaires étaient partis pour aller abattre des poulets. Ils sont partis, ils n'ont pas trouvé les poulets. Les poulets étaient venus ici, ils n'étaient pas malades. Mais je ne sais pas s'ils sont contaminés ou pas. Voilà pourquoi on a abattu tous les poulets qui sont sur le marché et fait la désinfection. Le foyer le plus récent, c'est le foyer de Modeste, où nous sommes en train de finir l'abattage. Et malheureusement, c'est là-bas que certains revendeurs de Koumassi sont allés se ravitailler. Donc pour la protection de la population, nous avons procédé à l'abattage d'urgence de ces volailles-là. Actuellement, c'est un vide sanitaire de 21 jours pour être rassuré que le virus n'est plus en circulation dans ce marché. Modeste est le foyer le plus récent dans la commune de Grand Bassam. Les poulets ont tous été abattus. En clair, l'abattage des poulets, pintades, canards et autres volailles est une question de santé. Alors, tous les marchés de volailles sont maintenant surveillés. Nous avons des équipes actuellement sur le terrain. Des prélèvements seront faits, analysés au laboratoire. S'il s'avère que des marchés hébergent encore des virus, ils subiront les mêmes effets que le marché de Koumassi. Pour les vendeurs, cette mesure de fermeture de 21 jours n'est pas bonne pour les affaires. Cette mesure, ça ne nous arrange pas beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui viennent nous ravitailler. Donc s'il y a une erreur qui est arrivée, s'ils peuvent alléger notre peine, ça nous arrange beaucoup. On perd énormément de l'argent chaque jour que Dieu fait. La grippe aviaire a été déclarée en juin dernier à Boaké. À ce jour, ce sont plus de 23 000 volailles qui ont été abattues à Boaké, Koumassi et Modeste, selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. 4 Africains noirs présélectionnés pour un voyage dans l'espace. Si l'un d'eux est retenu, il sera le tout premier Africain à effectuer ce voyage. C'est un concours mondial. Ils seront donc en compétition avec 27 autres candidats. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci.